Nous avons effectué cette mission dans un moment particulièrement grave pour le Liban, évidemment aussi pour l'ensemble du Proche-Orient, et un moment qui à la fois est à la croisée de toutes les craintes et en même temps d'un certain nombre d'espoirs. Le Liban a depuis plusieurs mois maintenant une équipe solide de dirigeants à sa tête, ce qui était inattendu, et qui sont en tout cas en capacité de faire face aux défis immenses. Mais le Liban ne pourra pas relever ces défis sans un changement de cap de la communauté internationale. Alors il y a tellement de crises au Liban, de crises qui s'enchassent les unes dans les autres, qu'on pourrait faire la liste. Au début des années 2010, on était dans un quasi-processus de révolution citoyenne. Il y avait au bas mot un quart de la population dans la rue. Il y a eu ensuite l'explosion du port de Beyrouth, l'effondrement bancaire et économique et la guerre. Et je voudrais ici, moi, dire que la question centrale pour moi au Liban, sans laquelle le reste ne peut pas être réglé, c'est la situation sécuritaire au sud, et plus largement le rôle qu'y joue Israël. C'est quelque chose qui est ressorti dans l'essentiel des échanges qu'on a eus, des échanges que j'ai pu avoir aussi en tant que président du groupe d'amitié. Quand vous êtes président du groupe d'amitié, comme vous le savez, vous devez parler à tout le monde. Et ce qui m'a marqué, c'est que par-delà les différences importantes de point de vue sur un certain nombre de sujets, entre les différents groupes ou blocs, comme ils disent, parlementaires, Parlement libanais, il y a quand même une convergence de vues sur la nécessité que le droit international soit respecté, que l'intégrité territoriale du Liban au sud soit respectée. Le rapport évoque la réalité du terrain. Depuis l'automne 2023, le Liban subit des frappes quasi quotidiennes de l'armée israélienne. Il a été dit que c'était une guerre au Hezbollah. Moi, je le dis et j'assume ce que je dis. C'est pas une guerre au Hezbollah, c'est une guerre au Liban. De par ses méthodes, de par les discours qui ont été affichés à l'époque où on menaçait le Liban de subir le sort de Gaza, au plus haut niveau du gouvernement israélien, et de par le ressenti qu'en ont les Libanais. Je voudrais rappeler que depuis le cessez-le-feu théorique de novembre 2024, il y a eu plus de 2000 entorses au cessez-le-feu, plus de 4000 morts libanais, donc je l'ai dit, depuis l'automne 2023. Depuis septembre 2024, des villages entiers ont été rasés, des habitations entières détruites au bulldozer ou par l'usage de phosphore blanc, ça a déjà été dit, avec un no man's land qui a été créé pour empêcher les personnes de revenir. Et il y a une ambiance de peur qui est maintenue. Pierre Privetich a parlé du drone, mais c'est un drone qui ne fait pas simplement que survoler Beyrouth. C'est un drone qui est suffisamment haut pour qu'on ne le voit pas et qui est étudié pour faire un bruit assourdissant et dans une logique de peur. Et c'est pas autre chose. Et d'ailleurs, quand il survolait la résidence des Pins, moi-même, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sachant qu'il y avait eu des frappes à 300 mètres de là quelques semaines avant. Donc en plein cœur de Beyrouth. Donc ce que pratique Israël au sud-Liban, c'est une politique de la terre brûlée, en contradiction totale des résolutions de l'ONU et notamment de celle de 1901. Et pourtant, il n'y a pas de cessez-le-feu qui est formalisé, il n'y a pas d'enquête internationale sur les bombardements, notamment de civils, il n'y a pas d'enquête sur les tirs qu'a subi la FINUL, certes sans perte humaine, mais c'est des tirs symboliquement extrêmement graves contre une force de l'ONU, et donc des tirs qui ont été faits par l'armée israélienne. Et ce deux poids deux mesures permanent mine la crédibilité de l'ONU dans le pays et affaiblit notre capacité collective à agir pour la paix. La France doit prendre des engagements plus clairs et plus fermes. Je le dis d'autant plus que ça fait partie des pays où sa voix porte encore et où elle est attendue. C'est pas forcément le cas de tous les pays de la région désormais. Je vais pas revenir sur un certain nombre d'orientations que j'estime des erreurs diplomatiques majeures qui font que la voix de la France s'est affaiblie dans la région. Mais en tout cas, au Liban, elle porte encore. C'est un des seuls pays régionaux où la place de la France est encore centrale. Nous avons des services diplomatiques là-bas qui sont très bons. Nous avons un ambassadeur qui fait un excellent travail que je tiens à saluer. Un ambassadeur qui est en permanence auprès des Libanais, qui est reconnu dans la rue à Beyrouth. On a pu le constater, ce qui est quand même pas le cas de tous les ambassadeurs du monde. Ce discours de fermeté, évidemment, à l'égard du Hezbollah, mais cela c'est déjà fait, dont nous ne partageons ni les objectifs, ni les principes, ni la doctrine, mais aussi à l'égard d'Israël, qui est de fait la puissance occupante à l'heure actuelle et qui bafoue les principes du droit international. C'est l'occasion de dire qu'il faut, nous devons appuyer le renouvellement du mandat de la FINUL dans les termes actuels, c'est-à-dire pas un mandat qui soit complètement transformé sous pression états-unienne et américaine, parce que la FINUL a un rôle essentiel. Certes, elle n'enquête pas, mais elle observe. Elle observe et elle peut donc fournir des données indépendantes sur ce dont j'ai déjà parlé, les entorses au cessez-le-feu au sud-Liban, sur les villages rasés, etc. Et ça suppose également, à ce stade, je précise qu'il faut prioriser les objectifs. Prioriser les objectifs, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'on ne construira pas la paix en demandant à un pays affaibli, à un pays étranglé économiquement, à un pays pris en étau, notamment avec une crise migratoire, avec des dizaines de milliers de déplacés internes qui ne peuvent pas retourner dans leur village, avec un effondrement bancaire et d'être le seul à faire des concessions. C'est ni moralement acceptable, ni réaliste, tout simplement. Et dans ce cadre, le rôle de la France est de garantir un minimum de justice, ou la justice tout simplement, dans la région, et pas de relayer certains dictats sécuritaires de Washington ou Tel Aviv. Je prendrai un exemple. Il faut, de mon point de vue, séparer les questions de désarmement, des questions de reconstruction et des questions de réforme économique qui, à l'heure actuelle, sont tenues ensemble dans les négociations internationales et notamment dans les tours de table des bailleurs de fonds libanais, où tout est conditionné à tout, où à la fin, il ne se passe donc rien. La question du désarmement est centrale parce qu'on demande aux autorités libanaises d'avoir désarmé l'ensemble des milices du Hezbollah avant qu'on puisse faire quoi que ce soit d'autre. Mais c'est juste que ça ne sera pas possible parce que, à l'heure actuelle, le désarmement est très avancé, notamment au sud Liban, et l'armée libanaise exerce ses missions avec le plus grand sérieux et la plus grande efficacité. Mais il arrive à un point où ce qu'on demande, c'est qu'une armée libanaise qui ne soit qu'une force de police désarmant notamment les milices, mais qui ne soit pas une force capable de garantir l'intégrité des frontières libanaises, qui n'a pas de force aérienne, qui n'a pas, etc., etc. Et c'est d'ailleurs toute la subtilité du discours des Israéliens et des Américains de dire il faut que l'armée libanaise soit plus forte que le Hezbollah. Sûrement, mais il faut aussi que l'armée libanaise soit capable de préserver ses frontières, les frontières du Liban, et donc qu'elle ait des vrais moyens d'une armée et pas simplement d'une police. Et c'est fondamental parce que si on demande aux Libanais de faire le contraire, on leur demande de faire un pari. On leur demande à la fois de désarmer des milices qui nuisent à la souveraineté de l'État libanais, tout le monde en convient, mais en même temps de ne pas se voir donner les moyens de reconstruire une armée capable de défendre l'intégrité du pays. Il y a un vrai risque de guerre civile, tout simplement. Voilà. Enfin, en tout cas, d'exacerbation des tensions. Et le président de la République libanaise, s'il est extrêmement prudent et il est à la fois déterminé sur la question notamment du désarmement, mais en même temps très prudent, c'est parce qu'il sait quels sont les risques. Donc nous devons sortir de cette logique où on demande l'impossible aux autorités libanaises. Il faut évidemment appuyer des réformes structurelles qui sont demandées par la population, audit du secteur bancaire, restitution des dépôts, justice fiscale. Mais je l'ai déjà dit, rien n'avancera sérieusement tant que la situation sécuritaire écrasera le reste. Et par ailleurs, il faut le faire sans nécessairement suivre les dictats du FMI ou de certains bailleurs du Golfe. En d'autres termes, ça n'est pas au peuple libanais de payer pour les erreurs, je le dis pudiquement, parce qu'en vérité, ce sont le vol d'une petite partie de dirigeants, notamment du secteur économique libanais. Le peuple libanais a déjà payé. Il paye déjà plus de 70 milliards de dollars, se sont évaporés. Les Libanais, à l'heure actuelle, ne peuvent retirer que très peu d'argent dans les banques libanaises. Ceux qui n'ont pas eu les moyens de placer de l'argent à l'étranger en dollars sont totalement ruinés. Un officier de l'armée libanaise est passé de 3 000 à 4 000 dollars, ça dépend, 2 000 dollars de salaire, à 250 dollars. Je ne vous parle même pas des soldats. Ce qui veut dire donc qu'il faut en effet un métier en parallèle. Et pourtant, toutes nos observations et les témoignages qu'on a eus montrent qu'il y a une armée libanaise qui est consciente de son rôle, qui est disciplinée, qui est professionnalisée. Preuve en est, quand il y a eu la chute de Assad, les milices du nouveau régime syrien descendaient à toute vitesse vers Damas, il y a eu une crainte qu'elles arrivent au Liban. En 2 jours, l'armée libanaise était repositionnée pour défendre ses frontières au Liban, au nord Liban, alors qu'on avait affaire à des gens qui aussi bien étaient en train de conduire un taxi la veille de leur mobilisation. Donc il y a un vrai professionnalisme et une vraie capacité. Enfin, je veux saluer, dans les échanges qu'on a eus, la société civile libanaise et la nation, tout simplement, parce que on a parfois, on résume le Liban à une addition de communautés basées sur des facteurs religieux ou autres, parce que c'est un peu plus complexe, ça remonte aussi aux vieilles familles et tout ça. Moi, je dis qu'il y a une nation libanaise qui, par-delà les différends, par-delà les oppositions internes, se vit comme une nation libanaise. Et il y a un peuple libanais. Et ce peuple libanais, il n'a pas besoin de pitié, il a besoin de partenaires honnêtes et solidaires. Et la France doit être aux avant-postes pour une paix juste et durable au Liban. Je vous remercie.